Bonsoir et bienvenue encore une fois. Le Grand Talk s'invite chez vous. C'est la dernière de la semaine. Ce soir, je suis un peu tristouillette parce que André n'est pas là. Nous serons donc toutes seules à présenter cette émission. Mais rassurez-vous, nos amis sont là et André, de sa position, te fait plein de bisous, gros bisous. Et puis, on se retrouvera sûrement le lundi. Alors, elle est toujours là, toujours aussi belle, magnifique. C'est gentil, Christelle. Et hier, tu nous as manqué très cher. Ah c'est gentil, vous m'avez tous manqué également. Bonsoir à la team, bonsoir chez vous. Herman, bonsoir. Bonsoir Christelle. D'attaque ce soir avec la cravate rouge. Merci. C'est bon vendredi. Élisée, déjà dans le style du vendredi. Hein. Oui. Pour tous ceux qui ont eu l'habitude de suivre le talk sur 2 saisons maintenant, savent un peu mon style. Du lundi au jeudi, costume, cravate. Et puis les vendredis, c'est relax, parce que c'est le jour que j'aime le plus. C'est le jour où je me donne plus de liberté. Très bien. Alors Daouda, bonsoir. Bonsoir Christelle. Prêt ce soir? Oui, toujours prêt, toujours Super. d'attaque. Ouais. Alors, je pense que tout est bon pour démarrer le Grand Talk ce soir. On commencera avec le classement FIFA. La Côte d'Ivoire donc progresse, elle prend 2 places. Elle est 50e au classement FIFA et puis au niveau africain, elle est 9e. Alors la FIFA a publié son classement trimestriel. On connaît désormais les différents chapeaux pour le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Prévu du 13 janvier au 11 février 2024. Alors, ce jeudi, l'actualisation du nouveau classement FIFA a permis donc d'officialiser ces 4 chapeaux. Alors, messieurs, explication de ces chapeaux-là, hein, pour ceux qui ne sont pas très foot. Je vais commencer par Élisée. Ok, d'accord. Merci. Déjà, je note que bien loin, à cette époque où la Côte d'Ivoire titillait le top 20, c'est un peu triste quand même de l'évoquer, mais on espère que dans un futur très proche, on va y revenir. On va venir vraiment parmi les meilleurs. Pour ce qui est du chapeau de la CAF, pour le tirage au sort, c'est des chapeaux en prélude au tirage au sort. Déjà, on rappelle que pour la CAN 2023, le tirage au sort est prévu le 12 octobre prochain à Abidjan. Et donc, pour le tirage au sort, on a 4 chapeaux. 4 chapeaux de 6 équipes. Parce que ça veut dire quoi les chapeaux? Ah voilà. Tiens, on a... C'est 24 équipes. Je peux me lever pour expliquer un peu. Voilà. Venez et expliquer. Comme vous le regardez, vous le constatez, on a 24 équipes en fait qui constituent les équipes qui participent à la CAN. Et ces 24 équipes-là, pour le tirage au sort, sont reparties en 4 chapeaux de 6 équipes. Et le classement est fait en tenant compte du classement FIFA, donc des performances de chaque sélection. C'est pourquoi vous remarquerez que dans le chapeau 1, on a les meilleures nations, disons africaines, dans le classement FIFA. Donc les nations qui sont au top. Vous voyez bien la Côte d'Ivoire qui n'est forcément pas dans les 4 tops ou les 5 tops, mais qui est le pays organisateur. Donc de par son statut de pays organisateur, se retrouve dans le chapeau 1. Et puis ensuite, comme je l'ai dit par performance, on arrive jusqu'aux 4 chapeaux. Maintenant, comment se fera le tirage le 12 octobre prochain? Déjà, le fait d'être dans le même chapeau veut dire qu'on ne va pas s'affronter pendant la CAN. C'est pas possible. Bonne nouvelle, non? Voilà. C'est déjà pendant les matchs de poule. Voilà, pendant les matchs de poule. Donc, c'est déjà une très bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Quand on sait que le Maroc aujourd'hui occupe la 11e place au classement FIFA, donc meilleure nation africaine, ne pas affronter le Maroc, le Sénégal, la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte. Je pense que pour moi, voilà, c'est déjà un atout. Maintenant, donc, mais la Côte d'Ivoire pourrait se retrouver éventuellement avec le Cameroun. Ou le Nigeria. Ou le Nigeria, ou le Mali, ou le Burkina, ou le Ghana, l'Afrique du Sud, parce qu'ils sont dans le chapeau 2. Et la Côte d'Ivoire pourrait également se retrouver avec une nation comme la RD Congo, ou le Cap-Vert, ou la Guinée, ou la Zambie. Donc, au final, le tirage permettra d'avoir 6 poules de 4 équipes. Donc, une équipe du chapeau 1, une équipe du chapeau 2, une équipe du chapeau 3 et une équipe du chapeau 4. Donc, comme on a 24 équipes ici, ça nous donne donc 6 poules de 4 équipes. Oh, merci beaucoup, Élisée. Je pense qu'il a raté sa vocation, le vrai job professeur. On va lui faire un plateau de sport. Mais on l'a toujours appelé le professeur sur ce plateau. Alors, on a déjà l'explication des différents chapeaux, ce qui veut dire qu'on aura une probabilité de poules qu'on pourrait avoir, n'est-ce pas? Pouvons-nous aller sur ces probabilités de façon claire? La Côte d'Ivoire, est-ce que, apprécions les probabilités du moins, si la Côte d'Ivoire se retrouve par exemple avec le Cameroun, la Zambie et l'Angola. Effectivement, la Côte d'Ivoire pourrait se retrouver dans une telle poule. Ouais. Si on veut se baser sur des statistiques théoriques, donc sur, je dirais, les statistiques sorties de la FIFA,
On pourrait donc dire a priori bien évidemment, la Côte d'Ivoire a des chances de sortir de cette poule. Parce que on verra sur la base du papier que l'adversaire, je dirais, le plus coriace serait le Cameroun. Donc la Côte d'Ivoire a des chances de sortir avec le Cameroun bien évidemment de cette poule. Mais comme je le dis, ce n'est que théorique. Parce que la réalité, c'est les 90 minutes sur le rectangle vert. Et comme on le sait depuis quelques temps, il n'y a plus de petites équipes. La preuve, on retrouve dans cette CAN-là la présence d'un pays comme la Guinée-Bissau, qui est monté quand même en puissance, qui a pris 6 places au classement. Des nations qu'on ne retrouvait pas vraiment à la CAN, mais qui aujourd'hui sont présentes. Donc c'est dit, et elles sont présentes pas par complaisance, c'est parce que justement elles ont mouillé le maillot, elles ont eu des résultats qui leur permettent d'être là. Donc c'est dit aujourd'hui que, quel que soit notre adversaire, la Côte d'Ivoire a du pain sur la planche. Herman, est-ce qu'on peut dire que la Côte d'Ivoire est favori dans cette Coupe d'Afrique des Nations? Moi, je n'aime pas les thèmes de favoris et autres. J'en souhaite que la Côte d'Ivoire gagne. Moi, je pense qu'une équipe, à ce niveau de championnat-là, une équipe, lorsque on arrive là, il faut qu'on se débrouille pour se débarrasser de tous les obstacles en face de nous. Donc, moi, je pense que la Côte d'Ivoire est prête. On va lui accorder cela. Mais moi, je voudrais revenir sur le niveau même du football africain. On regarde qu'il y a un top 3. Le top 3 de ces nations-là est entraîné par des entraîneurs locaux. On prend par exemple le Maroc avec Walid Regragui, qui avait même joué les demi-finales au récent mondial. On a le Sénégal avec Aliou Cissé, qui est champion en titre de la CAN. Et il y a la Tunisie avec Jalel Kadri. Donc je veux dire que... Même l'Algérie. Il faut faire confiance, je parlais du top 3, il faut faire confiance aux entraîneurs souvent locaux. On regarde, je ne vais pas venir noter ici la prestation. Est-ce qu'avoir un sélectionneur international est un problème? Ce n'est pas forcément un problème, mais on voit que par moment, ça ne fonctionne pas. Je ne veux pas venir casser l'ambiance, casser l'ambiance, la dynamique autour de l'entraîneur Gassé. Mais nous, aujourd'hui, on voit que la Côte d'Ivoire est toujours encore une équipe en construction. Donc, on pourrait peut-être faire confiance à des entraîneurs locaux du moment où Zahir François, en son temps, il a su... Mais la dernière CAN, Herman, a été remportée par un expatrié. Mais en fait, je pense qu'il y a des... La dernière CAN, c'est le Sénégal, n'est-ce pas? Non, elle parle de la Côte d'Ivoire en 2015 avec... on est de 92 jusqu'à maintenant. Le problème, c'est que 31 ans après... Ce que tu ne prends pas en compte, en fait, dans ton analyse, c'est que techniquement, les pays dont le top 3 dont tu parles, que tu viens de citer, essaient de comparer leur championnat local à notre championnat au niveau local ici. Donc, quand tu regardes notre championnat au niveau local qui est... à la limite, je ne dirais pas moribonde, mais il y a une léthargie, les gens ne vont pas au stade, le niveau est commun. Mais quand tu regardes le niveau égyptien, le niveau algérien, le niveau marocain, on a même des joueurs ivoiriens même qui courent pour aller jouer dans les championnats. Ça veut dire que les entraîneurs locaux dont tu parles, c'est possible de le faire en Côte d'Ivoire ici, si on avait en fait un championnat qui avait un niveau élevé. Mais au niveau des championnats, il faut des efforts quand même. Il y a les Touré Yaya, il y a quand même de grands joueurs ivoiriens qui ont évolué dans les grands clubs, qui sont aujourd'hui transformés, qui sont devenus des entraîneurs. Donc on pourrait solliciter... Même si c'est Pelé que tu prends, si le championnat n'est pas bon, même si le championnat n'est pas bon, et que les gens, l'entraîneur en question ne connaît pas réellement les joueurs. Or, pour ce qui nous concerne, l'expatrié, il a le temps de voir ses joueurs. Mais Daouda, est-ce qu'au niveau des championnats, il n'y a pas des efforts qui sont faits justement pour améliorer la communication, améliorer la qualité? Oui, des efforts sont faits, mais comme il est en train d'insister sur le fait de porter son choix sur un entraîneur au niveau local, je le fais au niveau national, je fais la comparaison parce que les pays avec lesquels il est en train de faire des comparaisons, ils ont un championnat local qui a un niveau qui est très élevé. Comparé au nôtre, c'est un peu... Je ne suis pas d'accord avec Daouda du moment où une sélection, c'est tous les joueurs qui sont en performance, en bonne performance dans toutes les équipes, dans tous les championnats à travers le monde, qui appartiennent à une nation, à un pays qui viennent. Donc c'est une question de sélection. C'est pas. Est-ce que l'équipe ivoirienne aujourd'hui est composée que des joueurs locaux? Donc selon vous, si l'équipe ivoirienne n'a pas un sélectionneur local, national, on ne pourra pas... Non, je ne dis pas cela, mais je vais dire qu'il faut quand même de plus en plus... Il préfère aux entraîneurs nationaux. En tout cas, on respecte, mais il était important de préciser le niveau de championnat, en fait. Et c'est un choix que nous respectons, parce que de toute façon, la Côte d'Ivoire a déjà un sélectionneur. Isabelle. Oui, bon, moi je note en tout cas que malgré les problèmes que notre équipe nationale rencontre, elle reste quand même dans le top 50 des pays mondiaux qui progressent au niveau du football. Voilà, et aussi on est classé 9e au niveau africain. Donc je pense que c'est déjà salué. Il faudrait aussi que nos autorités puissent faire davantage d'efforts pour soutenir en fait le football au niveau local et que les populations puissent s'intéresser davantage en fait à la chose. Et je pense qu'avec l'organisation de la CAN que nous allons faire, je pense que ça va susciter en fait une saine émulation au niveau des populations
fond. Et je pense que le niveau auquel on aspire, on va y arriver. Élisée, la forme actuelle des éléphants, on peut en parler? Bien, je pense que si le classement FIFA nous fait passer de la 52e place à la 50e place, c'est qu'il y a eu un léger progrès, peut-être pas aussi important que ça, mais il y a eu un léger progrès. Quand on regarde aussi la prestation de nos joueurs sur les 2 derniers matchs ou les 3 derniers matchs, bon, les 2 derniers, parce que le troisième, celui en Zambie, il était vraiment catastrophique. Mais après, celui-là, face aux Lesotho... Il faut le prendre en compte quand même pour améliorer les choses. Voilà, face aux Lesotho. Et puis, la première mi-temps face au Mali, qui, pour votre gouvernement, reste l'une des nations les plus performantes, en tout cas en termes de progrès ces dernières années. Le Mali est une équipe vraiment, ça il faut le reconnaître, une très belle équipe. Mais on a vu le football qui a été produit par nos joueurs. On a compris qu'il y avait du progrès. Il y avait des efforts. Peut-être ce qu'il faut aujourd'hui, moi je pense, autour de la sélection, ce qu'il faut aujourd'hui dans un premier temps, c'est déjà de mettre les joueurs en confiance. Leur faire comprendre qu'on compte sur eux, pas parce qu'on a envie de compter sur eux, on compte sur eux parce qu'on estime qu'ils ont le talent, qu'ils sont talentueux et qu'ils doivent donc le prouver sur le terrain. Il ne s'agit pas juste de dire qu'on est talentueux, mais il faut le prouver sur le terrain. Et la seconde chose qui, pour moi, est importante, c'est cette haine-là qu'on arrive difficilement à avoir. Vous savez ce qui fait la différence aujourd'hui entre la sélection ivoirienne et celle de l'époque de Didier Drogba et de Yaya Touré? C'est pas, honnêtement, c'est vrai qu'au niveau international, ils brillaient. Mais quand on sentait une volonté de se battre. Même quand sur le terrain, ça ne marchait pas, mais il y avait cette étincelle-là de dernière minute qui pouvait venir tout chambouler. Donc il y a cette rage de vaincre-là qu'il faut communiquer. Et c'est là peut-être que je vais rejoindre un peu Herman pour dire que cette rage-là, pour moi, elle doit être inculquée par le sélectionneur. C'est le discours que tient le sélectionneur qui inculque cette rage-là. Herman dit qu'il faut faire confiance aux ressources sur place. Ça veut dire que lorsque les joueurs n'ont pas la rage de vaincre et qu'on a quelqu'un qui est de l'autre côté, qui vient d'ailleurs, il ne peut pas communiquer cela aux joueurs. C'est ce que vous dites? Pas qu'il ne peut pas communiquer cela aux joueurs, parce qu'on a vu Hervé Renard. Hervé Renard est venu d'ailleurs. Voilà, d'où mon point. Mais justement, quand vous regardez Hervé Renard, vous voyez un peu tout le parcours d'Hervé Renard. Avant même de permettre à la Côte d'Ivoire de remporter la CAN, il venait de la remporter 2 ans avant avec la Zambie. Donc on sentait qu'il y a quelque chose. Il y a une fibre africaine. Oui, il a non seulement cette fibre, mais il a ce discours-là qui arrive à motiver, à galvaniser. Moi, je ne suis pas forcément pour qu'on ait soit un expatrié ou bien un local. Mais généralement, je sais que quand on a un entraîneur local, moi je pense, et ça c'est mon intime conviction, il porte plus, je dirais, la soif patriotique que forcément quelqu'un qui n'est pas engagé sur nos couleurs. C'est une réalité. Bon, là, on ne va pas refaire les débats. La décision a déjà été prise. Déjà prise. On va avec Gassé. On a un autre sélectionneur qui n'est pas ivoirien. Et il faut qu'on puisse les accompagner, n'est-ce pas? C'est ça. Et être un peu tolérant avec les éléphants, n'est-ce pas? J'ai vu les chapeaux, là. Je voudrais aussi qu'on fasse attention aux pays de l'Afrique australe. La Zambie, l'Afrique du Sud, la Zambie, Namibie, surtout la Zambie, parce que cette sélection-là, souvent, elle nous pose des problèmes. Elle nous a battu, on espère la Zambie fait toujours des étincelles. On espère que dans le chapeau 4, que ça ne soit pas la Zambie qui soit tirée pour notre... Et même si c'est la Zambie, non, mais peu importe, Herman, quel que soit le pays qui doit être tiré, il est de notre devoir, nous, en tant que pays organisateur, de nous donner tous les moyens. Et ça, je regarde les joueurs, je regarde le président de la fédération et je regarde le ministre des Sports. Quelle que soit la nation qui sera face aux éléphants, on a l'obligation de faire de très bons résultats dans cette canne-là. Voilà, donnons-nous les moyens de pouvoir réussir. Très bien. Donnons-nous les moyens de pouvoir réussir et surtout, il faut supporter sans équivoque nos éléphants, nos pachydiums qui vont donc, à partir de ce mois de janvier, nous faire plaisir. Ça, c'est sûr. Deuxième sujet de ce jour, on parlera donc de concurrence déloyale. Mais Dieu merci, la ACA protège les chaînes nationales gratuites. Alors, de quoi s'agit-il? La haute autorité donc, de la communication audiovisuelle ACA a publié le 19 septembre 2023, 2 décisions majeures pour la survie des chaînes nationales gratuites face à la concurrence des chaînes payantes et des bouquets satellitaires. La première décision, donc, interdit aux chaînes de télévision basées à l'extérieur de l'espace UEMOA de vendre des espaces publicitaires aux annonceurs ivoiriens, Daouda. Qu'est-ce que cette décision vous inspire? Est-ce que la ACA prend enfin parti pour les chaînes nationales? Bon, je pense que la décision de la ACA d'interdire aux chaînes hors UEMOA de proposer des publicités aux entreprises, pour moi, c'est une très bonne décision. Et par ailleurs, ce n'est que justice. Ce n'est que justice, pourquoi? Parce que ces chaînes hors UEMOA qui sont sur le bouquet, en fait, viennent capter des capitaux quand on sait que
Ils captent des capitaux en Côte d'Ivoire ici, et pourtant, économiquement, ils n'apportent rien au pays. C'est une décision opportune. C'est une décision opportune, mais surtout de protéger les chaînes au niveau local qui embauchent tout le monde. Herman Aboua, qui est très récent sur le plateau, a été embauché. Moi-même, j'ai été embauché l'année passée. Donc, il faut qu'on puisse... Non, Herman, il faut qu'on puisse vivre, ce qui est normal. Par ailleurs, pour moi, au-delà même de tout ça, j'avoue que c'est une décision à saluer. Il faut dire bravo à la ACA, en fait, pour cette décision. Très bien. Élisée? Oui, je pense que comme la ACA fait ce qui se fait un peu partout dans le monde. Dans le monde, vous savez, il y a ce qu'on appelle le protectionnisme économique. C'est une réalité. Aujourd'hui, nous avons des chaînes quand même qui font des efforts, surtout avec la libération du milieu audiovisuel. On a vu une flambée de chaînes de télévision qui embauchent des jeunes et donc qui payent des impôts à l'État de Côte d'Ivoire. Donc, ils participent à la vie économique. Je trouvais pour moi que c'était injuste que des chaînes qui, elles, sont basées à l'extérieur puissent avoir des parts de marché mais bien ici. sûr, dès l'instant qu'elles n'ont pas en réalité l'impact qu'il faut, ou du moins la participation à la vie économique du pays, vraiment à l'échelle comparable à celle de chaînes sur place. Donc, pour moi, ce n'est que quelque chose de normal. Maintenant, quand je finis de dire ça, je pense aussi qu'il est important d'aller même plus loin. Moi, je pense qu'il est vraiment important d'aller même plus loin. Je trouve, et je pense que je suis d'avis avec bon nombre d'Ivoiriens, que c'est injuste que des chaînes câblées payantes privent le citoyen ivoirien de pouvoir regarder une chaîne nationale au prétexte qu'il n'a pas payé son abonnement sur cette chaîne câblée. Ça aussi, je pense que c'est peut-être quelque chose que la ACA doit regarder de près pour que désormais, même si on n'a pas réglé notre abonnement à ces chaînes-là câblées-là, mais les Ivoiriens puissent avoir droit à cette chaîne-là, d'autant plus que cette chaîne est gratuite sur la TNT. Et ça, c'est pas normal. Donc il faut faire la balance. Il faut que la ACA aussi regarde ce dossier-là. C'est ça. Herman? Mais bon, je pense que déjà en février, le député Assalé Tiomoko avait évoqué la situation. Il a dénoncé cette situation qui était plus ou moins injuste. Donc, moi, je pense que ça fait partie certainement, ça a motivé aussi qu'un député se prononce sur la question, ça a motivé la ACA à bien regarder cet aspect-là. Mais moi, même au-delà de cela, on voit aujourd'hui que les Ivoiriens, tous les foyers contribuent à une certaine hauteur, ce qu'on appelle la redevance. La redevance, moi, je pense que il ne s'agit pas aujourd'hui de faire en sorte qu'un seul média, qu'il soit média d'État ou autre, profite de cela. Il faut que les chaînes locales, aujourd'hui, qu'on fasse une bonne répartition. Il faut que le débat soit mis sur la table. Sur la table, qu'on fasse une bonne répartition de cette redevance-là, qui n'est pas rien. C'est beaucoup d'argent et surtout qu'on sait que les chaînes locales, privées, là, recrutent, font en sorte que l'audiovisuel se porte mieux, les débats est beaucoup plus ouverts. Aujourd'hui, on a vu à l'occasion des élections locales, comment est-ce que ces chaînes locales-là ont participé à faire exprimer le débat, à faire avancer le débat politique? Donc il faut, selon votre point, il faut que le dossier de la redevance soit ouvert, et que toutes les chaînes puissent en profiter. Oui. Isabelle? Déjà, pour rappel, il faut savoir que c'est en 2019 que la TNT a été lancée, en tout cas déployée, et s'est achevée donc en octobre 2022. Et aujourd'hui, on est à plus de 94% en fait, du territoire national qui est couvert par la TNT et qui donne donc libre place à la démocratisation des médias, donc avec ces nouvelles chaînes qui sont arrivées comme Live TV et les 5 autres chaînes. Maintenant, quand on sait qu'une chaîne de télévision est basée vraiment sur les recettes publicitaires, pour faire évoluer donc toutes ces chaînes au niveau national, la ACA prend une bonne décision à l'effet donc de limiter les, comment dirais-je, en tout cas de privilégier les chaînes nationales avec les recettes publicitaires qui y sont. D'autant plus que les abonnements, j'ai pas envie de donner le nom, mais les bouquets d'abonnements sont payants, et finalement en fait ne contribuent pas véritablement comme les chaînes nationales peuvent le faire à l'économie nationale. Mais au-delà de l'économie dont vous parlez aujourd'hui, la ACA est partie loin parce que ce n'était pas une seule décision. Deux décisions. Parce que la deuxième décision concerne les grands événements sportifs qui sont captés aussi par ces médias. Donc, ils privilégient aujourd'hui les chaînes au niveau national. Mais au-delà de privilégier les chaînes au niveau national, ils privilégient aussi en fait les téléspectateurs qui aujourd'hui pourront avoir accès à ces genres de grands événements au niveau sportif, au niveau international. Alors qu'auparavant, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Mais j'aimerais revenir sur un point d'Élisée qui parlait de quand ton abonnement est coupé, on te coupe la chaîne nationale. Oui. Je tiens à préciser qu'en fait, ce n'est pas la première décision que la ACA prend depuis qu'elle a commencé à réguler l'espace jusqu'au niveau d'Internet. La première décision date du 31 janvier 2023 où la ACA avait enjoint
ces chaînes du bouquet là, le bouquet Canal+, je pourrais le dire clairement, a dit à respecter la chronologie normale des numéros. C'est-à-dire, on est en Côte d'Ivoire, si c'est la RTI, c'est le numéro 1, 2, numéro 2, jusqu'à ce que nous, on est sur le canal 206, donc ce sera le numéro 6, jusqu'à on arrive à la dernière chaîne qui est le numéro 7. C'est comme ça que ça doit être fait. Et ils ont jusqu'au fin décembre pour se mettre à jour. Mettre à jour, en fait. Donc, je pense que sûrement qu'ils ont commencé cette bataille-là, ce n'est pas aujourd'hui, mais je pense que jusqu'à la fin, sûrement qu'on pourra avoir aujourd'hui Live TV ou les autres chaînes en clair, même si on a notre abonnement qui est coupé. Oui, Herman. Voilà. Mais en même temps, je voudrais, lorsqu'on dit par exemple que les bouquets de chaînes payantes ne participent pas à l'économie, ce n'est pas vrai. Parce que quand un bouquet doit venir s'installer dans un pays, ces promoteurs-là font en sorte de respecter les différentes lois, les exigences. Oui, mais c'est ça la question, Herman. Oui, mais en fait, Isabelle, tu l'avais évoqué, donc je préfère dire que mais je vais quand réagir même dessus. Canal, Je vais réagir. Il termine et vous allez réagir. Tout cela participe d'une certaine façon à l'économie selon les exigences, selon les lois en vigueur, selon les exigences du pays. Non, on a dit qu'ils ne participent pas au même titre que les chaînes nationales. Quand je parle en fait des chaînes nationales, je parle d'emploi, je parle de redevances, etc. Et ça, les chaînes du bouquet Canal ne le font pas. Parce qu'en fait, moi je vais aller plus loin que Isabelle. En fait, je vais poser une question qui est claire. Prenons une chaîne comme TF1, qui est basée à Paris, qui capte de la publicité en Côte d'Ivoire ici. Qu'est-ce qu'elle apporte? C'est vrai qu'elle est diffusée. Il y a beaucoup de chaînes qui sont diffusées sur le bouquet Canal+. Mais quand toi, tu es à 6000 km de nous et que tu captes une publicité ici, en Côte d'Ivoire, au détriment d'une chaîne nationale. Donc tu vois qu'en fait, en plus de ne pas payer d'impôts en Côte d'Ivoire, de ne pas donner de l'emploi aux Ivoiriens, finalement, qu'est-ce que tu nous apportes? Au contraire, tu captes tout, ce qui n'est pas normal. Donc je le dis, il n'apporte rien. Et au-delà de cela, il faut dire clairement, quand on fait un bouquet payant et que dès l'instant que les Ivoiriens, parce qu'en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est un rare pays en Afrique où on paye très cher Canal+. Le tout Canal+, est payé à 40 000 francs en Côte d'Ivoire ici. Donc dès l'instant que les gens le payent, franchement, il faut laisser la publicité aux Ivoiriens. D'accord avec son point. Non, pas que je ne sois pas d'accord avec ça. On est tous d'accord que sur la question des droits publicitaires qu'il faut accorder aux chaînes nationales, c'est une bonne décision. Ce que je dis, il ne faudrait pas que les bouquets de chaînes payantes qui s'installent offrent un service et que... Est-ce qu'il y a un comparatif, Herman? Non, je ne veux pas qu'on prenne les chaînes individuellement sur ces bouquets-là. Je veux parler de l'opérateur, par exemple, qui est gestionnaire d'un bouquet de chaînes. Mais cet opérateur-là, avant de s'installer en Côte d'Ivoire, respecte les normes de la Côte d'Ivoire, donc les exigences en termes d'exigences financières et autres, là, avant de s'installer. Non, je comprends ce que tu dis, en fait. Je comprends, et ça s'entend. Mais ce que tu dois savoir, c'est que quand ce diffuseur-là vient, il y a un cahier des charges entre lui et le ministère de l'économie numérique, en fait. Ce cahier des charges est là. Il est là pour diffuser. Maintenant, ce que tu ne sais pas, c'est que toutes les chaînes qui sont diffusées sur ce diffuseur-là par satellite, ils payent de l'argent. C'est-à-dire que les entreprises payent de l'argent. Mais en plus du fait que les entreprises payent de l'argent, toi, elle et moi, nous tous, on paye de l'argent pour avoir accès à ces chaînes-là déjà. Donc, tu captes déjà un bénéfice, comment on appelle ça, naturellement. Donc, tu n'as pas besoin encore d'aller t'y mixer dans la publicité du pays. Si tu veux, tu prends la publicité ailleurs, mais pas ici. On dirait que vous ne me comprenez pas. Lorsqu'on dit par exemple que c'est toi qui t'expliques mal. Voilà, expliquez-vous mieux, Herman. De chaînes payantes ne participent pas à l'économie, n'emploient pas les gens. Je suis désolé. Aujourd'hui, on voit quand même des animateurs sur ces chaînes, des animateurs locaux, des agents locaux, des producteurs locaux, des caméramans locaux, que ces chaînes-là qui ont installé souvent leur base ici, utilisent pour faire des programmes. Mais Herman, est-ce que comparativement, c'est la même chose? Là, on parle d'espace publicitaire qui serait directement dévolu aux chaînes locales. On est tous d'accord pour ça. Ce dont tu parles, ce sont juste des programmes d'émissions, en fait. C'est pas la chaîne qui les emploie. Ce sont des programmes qui sont vendus, en fait, à ces chaînes de télévision qui sont diffusées. Parce qu'en réalité, pour te préciser, le fond même de la Française, en fait, c'est que s'ils font une émission, il y a des émissions de divertissement qu'ils font ou bien des émissions sportives qu'ils font. Ce qu'ils font simplement, c'est quoi? Ils louent comment on appelle ça? Un espace. Un studio. Voilà. Ils prennent 2-3 personnes, ils viennent, ils tournent, ils peuvent, pour la journée, ils vont tourner 10 émissions, 15 émissions, et puis pour ces émissions-là, ils captent de la publicité. Je ne voulais même pas citer de nom. On connaît quand même le groupe Canal, qui est l'un des partenaires culturels en Côte d'Ivoire, qui fait beaucoup de mécénat. De mécénat dans les événements. Mais là, comment tu compares ça? Donc, je ne veux pas qu'on dise que ces groupes
comment on appelle de gestion de bouquets, de chaînes là, ne participent pas à l'économie localement. Très bien, on vous a compris. Élise, allez-y. Oui, moi je pense que, bon, je ne vais pas revenir dessus, je pense que le débat était suffisamment fait, mais je voudrais juste rebondir sur la décision relative aux grands événements sportifs pour lesquels désormais on ne doit pas avoir l'exclusivité sur les chaînes de bouquets et qu'on pourrait donner la latitude aux chaînes nationales de pouvoir aussi diffuser si elles le veulent bien. Et c'est là que devient très pertinente ce que je disais tout à l'heure, à savoir que moi je trouve que c'est injuste que des chaînes nationales, parce qu'elles se retrouvent sur un bouquet, et parce qu'on n'a pas fait l'abonnement, ou parce que notre abonnement a expiré, qu'on nous le prive, ou qu'on nous prive de ces chaînes. Je trouve que c'est injuste. Et c'est là que je salue, je demande à la HACA d'aller un peu plus loin, en fait. Parce que c'est là que ça sera totalement cohérent. Demander que ces chaînes sportives-là, que ces événements sportifs-là soient diffusés sur les chaînes nationales, moi, je pense qu'on doit pousser la mesure pour arriver à ce que je suis en train de dire, de sorte à ne pas priver des Ivoiriens de pouvoir regarder les chaînes nationales parce qu'on n'a pas souscrit à notre abonnement sur ces chaînes câblées. Donc ça, c'est pas normal. Donc cette mesure-là, pour moi, elle est parcellaire. Il faut qu'elle aille jusqu'au bout, en fait, en prenant la décision de faire en sorte que même si nous n'avons pas souscrit à notre abonnement ou bien qu'on ne s'est pas réabonné, qu'on puisse continuer à avoir accès aux chaînes nationales. Très bien. Moi, c'est mon point aussi. Je suis d'accord avec ça. Herman. Non, là-dessus, je trouve toujours, je trouve que c'est pas intéressant que tu payes, parce que tu as un abonnement pour les chaînes internationales dans un bouquet, et puis parce que tu n'as pas pu renouveler ton abonnement, on te prive des chaînes qui sont localement, qui sont gratuites sur la TNT. Donc on est tous d'accord sur le point que... Autre chose bizarre, encore sur la même chaîne, quand ton abonnement est coupé, très bien. Je ne vais pas citer des chaînes sur ce point, mais il y a des chaînes au niveau de chez eux qui sont diffusées chez nous ici, malgré l'abonnement coupé. Alors pour vous, la prochaine décision peut-être de la HACA qu'on pourrait peut-être leur souffler, c'est le point de la redevance. Le partage de la redevance. Est-ce que ça ne dépasse pas la HACA? Je l'ai dit ici, hein, mais c'est une question de volonté politique. Je dis, la HACA, de logique, mais d'équité. De logique et d'équité. Aujourd'hui, c'est une redevance. Tous les foyers à la maison, et vous voyez les téléspectateurs, même les Ivoiriens s'en plaignent. Ils insistent même, souvent ce débat-là, ce sont eux-mêmes qui le soulèvent. Mais selon vous, pourquoi la question demeure? Pourquoi jusqu'à présent, le point de la redevance n'a pas été abordé? Parce que ce n'est pas encore redistribué. Parce que ce n'est pas encore redistribué. Est-ce que c'est une urgence peut-être? Oui, mais je pense que dans l'état actuel des choses et dans la configuration, je dirais, audiovisuelle, de l'univers audiovisuel en Côte d'Ivoire, je pense que c'est une question qui doit être mise sur la table. Voilà, c'est une question qui doit être mise sur la table. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veut oui ou non, toutes les chaînes nationales participent et contribuent à l'épanouissement de la population. Voilà, elles font ces missions-là d'éducation, ces missions de formation, ces missions aussi de divertissement. Donc, s'il y a une manne qu'on juge d'information, donc si on juge qu'il y a une manne qu'on peut partager à des gens parce qu'ils font ce travail, je pense que la justice et l'équité voudraient que cela soit redistribué à tout le monde. Ça, pour moi, c'est quelque chose de tellement logique, ce d'autant plus que les chaînes qui, elles, sont étatiques, bénéficient du soutien financier de l'État. Ceux qui sont là-bas, ils ont de l'État. Alors que les chaînes privées, oui, alors que les chaînes privées, c'est des privés qui injectent leur argent. Et là, ils doivent prendre en charge de nombreux travailleurs. Voilà. Je prends un exemple de Live TV. On a plus de 240 personnes qui travaillent à Live TV, mais qui sont à la charge parce que c'est un opérateur privé qui a investi. Donc, il doit payer toutes ces personnes. Mais quand on prend, par exemple, la chaîne nationale qu'on connaît tous, ou bien la chaîne étatique, bon, eux, ils sont sous le couvert de l'État. Donc, je pense que quelque part, pour qu'on puisse être juste et que les choses se fassent de façon équitable, il serait bien que la question de la redevance soit vraiment discutée de façon objective. Ce n'est pas un sujet tabou. Moi, je dis, en Côte d'Ivoire, on est arrivé à une étape où des sujets ne doivent même plus être tabous. Parce qu'on ne peut plus rien cacher. On est dans un univers, on est dans un village planétaire. Pourquoi refuser de faire ce qui est fait ailleurs et qui réussit? Là est la question. D'autant plus que dans les grandes démocraties, pour le Pays-Bas que je connais, tous les médias sont financés par, comment on appelle ça, par le contribuable. Parce qu'ils participent à l'économie. L'argent du contribuable se retrouve dans la redevance. Il faut le redistribuer. Donc, du coup, il faut redistribuer, que ce soit privé ou public, tout le monde bénéficie au même titre de cet argent-là. Pourquoi est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on refuse de mener le débat? Ou même s'ils ne veulent pas partager, qu'on mène le débat. Très bien. Est-ce qu'ils ont refusé de mener le débat ou ce n'est pas encore sur la table? Je pense que j'ai vu une vidéo où le patron de Live TV et l'une des directrices de la RTI au niveau de la radio, Mariam Koulibaly, ont eu le débat. Donc finalement, ils ne se sont pas entendus sur la question.
Non, mais est-ce que c'est à leur niveau? Je pense que Voilà, c'est une tu peux- question qui les dépasse tous les C'est deux. ça. Et Voilà. je pense que c'est une décision politique. Comme je l'ai dit précédemment dans mon propos, le déploiement de la TNT s'est achevé en octobre 2022. Donc je pense que ça va venir par la suite, en fait, au niveau Il faut que politique. ça vienne vite. Hein. C'est important quand même. Très Oui, bien. c'est Alors, je important pense pour que- l'évolution donc, je de tous pense ces que- médias. Je pense que cet appel n'est pas tombé dans l'oreille de sourd. On progresse avec votre permission. Et on part au Burkina Faso, très cher. Alors, 2 gendarmes ivoiriens arrêtés sur un site d'orpaillage clandestin. Je rappelle que le site, c'est le site de Kwameya, au Burkina Faso. Voilà, 2 de nos gendarmes ont été arrêtés là-bas et en même temps transférés à Ouagadougou. Comment est-ce que vous jugez cette affaire? Est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce qu'on n'assiste pas à une escalade? Élysée? Bon, moi, je ne voudrais pas qu'on préjuge et qu'on aille vite, vraiment vite en besogne. Déjà, que des gendarmes se retrouvent sur le territoire burkinabé, je pense que ça suscite des questions. Là, on n'a pas les raisons pour lesquelles ils s'y sont retrouvés. On ne sait pas trop les motivations qui ont été à la base de leur présence sur le territoire étranger. Donc, je ne voudrais vraiment pas qu'on traite la question avec de la passion. Je pense que si on faisait l'inverse et que des soldats burkinabés se retrouvaient sur le sol ivoirien sans mandat en réalité, il aurait eu logiquement une interpellation. On les aurait transférés à Abidjan. Voilà, moi, je pense que nos responsables, nos autorités des 2 pays sont suffisamment responsables pour traiter cette question-là. Ça peut être, je dirais, un dysfonctionnement qui est à l'origine et à la base. Donc, je pense qu'il n'y a pas matière à susciter beaucoup de passion. Je pense que, comme je le dis, nos autorités ont suffisamment de la jugeote, de l'intelligence pour pouvoir régler cette question-là. Et j'espère que, sous peu, on trouvera une solution. Quand on sait que déjà en mars 2023, on a eu déjà des échanges, un cas similaire aussi, mais un rapport de coopération qui marche toujours. Alors, au vu de ce qu'on voit, est-ce qu'on peut dire que la coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire est à mal? Daouda? Moi, je ne dirais pas que la coopération entre le Burkina et la Côte d'Ivoire est à mal. Peut-être, de mon point de vue, peut-être qu'au niveau de, qu'on appelle ça, sur-régional, c'est à mal à cause du putsch qui est fait. Mais entre les 2 pays, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Puisque tantôt, tu en parlais, il y a eu des policiers qui étaient dans la même situation. Tout à fait. Finalement, ils ont discuté, ils sont revenus. Je pense bien que le préfet ou sous-préfet de la région... Préfet de Danoa et le commandant de l'escadron de gendarmerie de Bouna. Voilà, ils sont en négociation. Tout à fait. Donc, je suis sûr et certain que forcément, ils vont trouver un point d'entente. D'autant plus que récemment, il y a 3 ou 4 mois de cela, la Côte d'Ivoire faisait une dotation en armes au Burkina pour lutter contre le terrorisme. Donc, mars 2023, cinquantaine de véhicules. Voilà. S'il y avait de l'eau dans le gaz entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, je ne pense pas que la Côte d'Ivoire aurait fait cette dotation-là, en fait, au pays frère qui est le Burkina. Herman, votre point de vue sur la question? Je pense que ça devient récurrent. Voilà qu'en 2 ans, il n'y a que toutes nos forces de défense et de sécurité, policiers, militaires, gendarmes, sont impliqués avec ces genres de situations-là, avec les voisins. Quand on regarde aussi, la situation est pour le moins gênante parce qu'on a déjà des rapports plus ou moins tendus. Même si c'est comme Daouda le dit, officiellement, on continue d'entretenir des relations diplomatiques, mais il y a quand même des points sur lesquels les rapports sont tendus. Je pense qu'il faut gérer ces situations-là avec la diplomatie. Il ne s'agit pas, cette fois-ci, Dieu merci, il y a un sous-préfet qui a essayé, qui a entamé déjà les échanges. Avec le commandant de l'escadron de gendarmerie de Bouna. Qui échange déjà avec les autorités burkinabées pour trouver une solution à cela. Moi, je pense qu'il faut continuer dans cette dynamique et pour ne pas encore cristalliser la situation. Très bien. Et c'est sur le point d'Herman que nous allons juste faire la pause info sur la TV. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Le Grand Talk prend toute sa place sur l'antenne de la FTV et nos amis sont avec nous. Les débats étaient très houleux. Même hors antenne. Hors antenne, oh mon Dieu. Alors Isabelle, Herman, Élysée, Daouda, on repart. On repart. Cette fois-ci, on vient au niveau national. Le Conseil d'État a donné les premiers résultats du contentieux électoral relativement aux élections des conseillers régionaux. Nous avons donc 15 recours traités, 14 rejetés et 1 renvoyé, donc affairé, renvoyé au 28 septembre pour poursuite de l'instruction. Daouda, pourquoi tant de recours rejetés? D'accord. Avant d'arriver de répondre à la question de pourquoi tant de recours rejetés, il est important de préciser pour les téléspectateurs qu'il y avait 11 requêtes qui avaient été formulées. Et 14 ont été rejetées, 1 qui a été reporté, comme tu l'as si bien dit. Pourquoi tant de recours? Pour moi, en fait, ça s'analyse de 2 façons. De la première façon, c'est que soit
les premières requêtes ont été soit mal formulées, donc finalement, les partis politiques ou bien les candidats ont été renvoyés à leur copie. La deuxième hypothèse, c'est que de deux choses l'une, soit ils ont effectivement perdu, ou bien dans la région, il n'y avait vraiment pas d'éléments factuels qui pouvaient montrer que l'élection, ces éléments-là, pouvaient entacher la sincérité du scrutin. Je parle des 15 requêtes qui ont été formulées parce qu'il en reste encore. Peut-être que sûrement ces régions-là seront reportées ou pas. Donc, voilà. Donc, en gros, pour moi, c'est un peu ça. Mais il est important de signifier aussi que quand on fait cette analyse-là, on se dit que le Conseil d'État vient plus ou moins entériner en fait ce que la CEI avait donné comme résultat. Donc, ça veut dire que relativement, parce que je préfère être nuancé, relativement, la CEI a bien travaillé. Voilà. Alors Herman, est-ce que ceux qui ont fait les recours avaient un modèle précis? Parce que 14 recours rejetés, il faut vraiment s'interroger. Moi, je pense que déjà, cela reste un événement sans surprise. Le dispositif d'après résultat de la CEI, historiquement, donne très peu d'annulation ou de reprise d'élections dans le cas. Il y a eu des cas, mais très souvent, c'est très peu de cas qui ont été souvent acceptés ou dans lesquels on a repris les élections. Mais les jurys sur la question, si on veut parler de la sincérité, voilà, les jurys sur la question avaient déjà prévenu sur ce plateau que lorsqu'ils voient, ils avaient prévenu cela, comment est-ce que les gens ont collecté les pièces? Parce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu forcément des événements qui puissent entacher la sincérité du scrutin. Ça a été mal présenté. Mais ça a été certainement mal présenté parce qu'il y a certains qui ont pris, par exemple, de travailler avec des huissiers et autres, parce que lorsque la juridiction du Conseil d'État se tient, délibère, c'est sur des pièces qui sont des pièces convaincantes. S'il y a des faiblesses au niveau des pièces, tout à fait naturel que le Conseil d'État rejette. Et ça, c'est au regard de la loi. Donc je pense que le Conseil d'État, il faut saluer. On voit un peu avec la célérité avec laquelle le Conseil d'État traite ces dossiers-là. Sur 71, on a déjà traité 15 et ils ont un calendrier, ils ont jusqu'au 2 octobre. Ils vont certainement rentrer dans leur délai. Donc, on espère que tout va bien se passer. Oui, Herman l'a dit, ils ont un mois en tout cas pour traiter les 71 cas de litige. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le Conseil d'État, c'est une institution donc publique qui a deux missions principales. La première, c'est de conseiller le gouvernement et la deuxième, c'est la plus haute juridiction donc, de l'administration, la plus haute juridiction de l'ordre administratif. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, on a la dualité donc, des ordres juridiques. On a l'ordre juridique, donc, qu'on appelle l'ordre judiciaire et on a l'ordre administratif. Maintenant, une fois que je finis de dire ça, au niveau donc, des différents candidats, ils n'ont pas en fait ils n'ont pas en fait la formation pour savoir comment est-ce que constituer un dossier. La méthodologie. Exactement, la méthodologie adéquate pour constituer un dossier en fait pour le déposer au niveau du Conseil d'État. Beaucoup ne se sont pas fait accompagner en fait par des avocats. Il faut savoir aussi pour pouvoir constituer des preuves palpables, formelles en fait et le déposer au niveau du Conseil d'État, il faut avoir des preuves matérielles, notamment des photos, des vidéos, etc., qui prouvent véritablement qu'il y a eu X ou Y choses qui se sont passées donc au niveau donc du vote. Mais là encore, ça reste assez complexe à prouver. Élisée? Ok, moi je crois que le tout a été fait concernant le Conseil d'État, le fait qu'il ait donné le verdict et autres. Mais moi, il y a quelque chose qui m'intriguait. Pour moi, il y a une commune qui, à mon sens, bon, il y en a plusieurs, mais il y a une qui, à mon sens, vraiment devrait faire l'objet même d'une attention toute particulière. C'est le plateau. C'est le plateau. Après 2 élections d'affilée municipales, on se retrouve dans le même schéma. Moi, j'ai été ahuri, ça je le dis honnêtement. Et ça, honnêtement, sur ce plateau, j'ai toujours salué le travail abattu par la CEI, mais c'est pour ce soir-là vraiment un pavé dans la mare que je vais jeter. Vous pensez qu'ils n'ont pas dit le droit? Non, pas qu'ils n'ont pas dit le droit. J'estime que les conditions de déroulement du scrutin sont, pour moi, scandaleuses. C'est inacceptable pour un pays comme la Côte d'Ivoire que des élections municipales, on puisse ouvrir des bureaux de vote à 16 h. Mais il y a un problème. Est-ce que peut-être que dans le second traitement du Conseil d'État, on aura peut-être le cas du plateau? Peut-être, mais moi je pense que c'est l'un des sujets... On ne devait même pas en arriver là-bas, selon ce qu'il dit en fait. Pour moi-même, déjà, il y a eu tellement de dysfonctionnements qui font que... Le cas du plateau aurait dû être dans cette liste. Voilà, qu'on s'asseye et qu'on puisse vraiment regarder ça de fond en comble. Sur ce côté-là, je pense que la CEI a failli. Honnêtement dit, dès l'instant que ce n'est pas possible et que le scrutin doit démarrer autour de 16 h, pour même finir à 22 h, pour moi, il était sur place là, on annulait cette élection-là. On trouvait une mesure pour pouvoir reprendre. Mais ce n'est pas possible. Parce qu'arrivé un moment, il faut quand même qu'on ne peut pas dire
qu'on est dans une dynamique d'aller dans le sens d'un pays développé, d'un pays qui veut vraiment émerger, et puis continuer à avoir des comportements, des attitudes qui sont moyenâgeux. Pourquoi? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, même à Cinématiali ou bien à Tengrela là-bas, là, ils ont ouvert le bureau de vote à 8h, à 9h. Pourquoi à Abidjan, ici, qui est à moins de 6 km de la CEI, on ouvre les bureaux de vote à 16h? Donc cette donne du plateau vous fait douter, par exemple, de ce que le Conseil d'État n'est pas... Enfin, je dirais pas... Non, pour moi, c'est même pas une... mais qu'il aurait pu statuer en même temps sur le cas du plateau. Mais en fait, au-delà de ce qu'il... Permettez qu'il termine. Pour moi, ça ne devait même pas arriver au Conseil d'État. Pour moi, là, le 2 septembre, là, l'élection au plateau devait purement et simplement être annulée et programmée pour être reprise. Parce que les conditions dans lesquelles elles sont déroulées là, je dis que ce sont des conditions scandaleuses. La CEI devait même être gênée de dire qu'on a ouvert des bureaux de vote à 16h et qu'on a donné des résultats à 22h, qu'on a les a fermés à 22h. Ça devait même gêner l'institution. Et quand je regarde, on a des images, on a vu des... Ah oui. Mais on va revenir à la réalisation, on va revenir sur cette image. Je pense qu'il n'y a pas d'autre terme à employer. Ici, est-ce qu'on peut l'expliquer un peu? On voit qu'il y a de la bousculade. Mais en fait, au-delà... Regarde, ça c'est un bureau de vote, mais regardez combien de personnes autour. Le vote est censé être secret. Regardez-moi tout ça, on est en plus dans... Mais il y a eu tellement de dysfonctionnements. Moi, je n'accuse ni les candidats. Hein. Non, les candidats, ils jouent leur rôle. C'est-à-dire, vraiment, ils vont galvaniser leur truc. Mais l'organisation... Mais l'institution de l'organisation sur l'élection du plateau a fauté. Daouda. Pour moi. En fait, ce qui est important de dire au-delà de ce qu'Élysée dit, en fait, c'est que déjà, même le soir même de l'élection, M. Koulibaly Cuibier s'est retrouvé sur une chaîne au niveau national. Il a dit qu'il y a eu des irrégularités. Ça, c'est un. Deuxième point, il a même dit que certains de ses propres agents auraient été soudoyés par des candidats. Non, il a dit, il a affirmé clairement. Moi, je dis aurait été pour nuancer, pour rester mesuré. Mais il a affirmé clairement. Donc, partant de ce principe-là, on devait le faire. Mais, je veux dire, on ne devait même pas, pour certaines communes en Côte d'Ivoire, aller à un recours. À un recours. La CEI devait annuler. Mais comme on est dans le recours, il est important qu'on continue de parler du recours. C'est ça. Dans tous les cas, au niveau du recours qu'on a eu sur les 15 départements donnés, les localités où on attendait vraiment un retour, c'était donc dans le Tonkwi, la Nawa, le Kavali, Adzopé et Man. Mais qui ont tous été rejetés. Juste une précision, je veux dire que pour cette année, on a parlé du recours, les 71 recours. C'est vrai que c'est beaucoup, mais pour la période de 2018, on a eu autour de 107 recours en 2018. Donc je veux dire que le recours un peu a baissé en 2023 en fait. Non, bon. Non, mais il est important de préciser. Il y a qui savaient qu'ils ont perdu. Donc même s'ils vont en recours, ça va pas. Alors s'il vous plaît, merci. Il faut rappeler que ça, c'est vraiment les premiers recours qui ont été donnés. Les mardis 26 septembre et jeudi 28 septembre et mardi 3 octobre. Et jeudi 5 et le mardi 10, on aura donc les autres recours, donc affaire à suivre. Nous allons faire, on va pas faire de pause, on va recevoir un invité. Il s'agit de M. Jules Domché, média comme instrument de politique étrangère. On en parle sur ce plateau et il prend place. Bonsoir et bienvenue parmi nous. Hein. Vous allez bien? Madame. Ça va, merci. Très bien. Alors, média comme instrument de politique étrangère en Afrique. Le titre du livre est très, très parleur. Pourquoi un tel titre? C'est à la base de quel constat? En fait, j'ai la chance d'être journaliste moi-même depuis pas mal d'années et aussi d'être manager parce que je dirige une chaîne de télévision, notamment Vox Africa pour ne pas la nommer. Donc, pendant des années, j'ai observé et en tant que journaliste et en tant qu'acteur de médias et aussi en tant que politologue, j'ai pensé qu'il était important de faire ce travail-là, surtout en ce moment où l'actualité africaine est très dense et il y a une éclosion, notamment dans le secteur des médias, et il y a une véritable guerre de communication qui se livre à travers les différents acteurs. Donc tout cela m'a amené à dire qu'il était peut-être temps de faire cet ouvrage-là pour interpeller à la fois les dirigeants, mais aussi les citoyens africains, pour qu'ils puissent comprendre en réalité dans quel monde nous vivons et surtout, quelle est la place que les médias peuvent avoir justement dans ce monde-là. Donc voilà pourquoi j'ai tenu à faire ce travail-là.
Daouda, question. Je remercie le travail, c'est vraiment bon. Mais vous parlez d'interpeller les pouvoirs publics, les citoyens. Mais tout à l'heure, vous parlez d'information au niveau géopolitique. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce combat d'information que chaque pays, les pays ont les uns envers les autres, est-ce que les citoyens peuvent croire toujours à l'information? Mais c'est justement tout ça l'intérêt d'un tel livre, en fait. J'essaye d'expliquer dans le livre que nous sommes dans une guerre. C'est une guerre de communication. Et chaque pays aujourd'hui a ses instruments de communication. C'est pour ça que je parle de médias comme instruments de politique étrangère. La question qu'on se pose dans le livre et à laquelle on essaye de répondre, c'est pourquoi certains pays dépensent énormément d'argent pour avoir justement des médias qui arrosent le reste du monde, y compris l'Afrique. Vous verrez que chaque grande puissance a ses médias orientés vers l'Afrique. Radio France Internationale, BBC, VOA, Al Jazeera, Russia Today. Et comment l'Afrique réagit vis-à-vis de cela? Et justement, on en parle aussi, la réaction, on en parlera peut-être si vous voulez. Donc je voulais justement vous expliquer qu'ici, il s'agit de dire que le but n'est pas de nous informer, mais le but est davantage de nous désinformer, de nous instrumentaliser. Parce qu'en réalité, en géopolitique, si vous contrôlez l'opinion publique d'un pays, en fait, le pays vous appartient. Bien sûr, Herman. Gilles Domché, je prends la 4e couverture de votre œuvre. Le présent ouvrage s'inscrit dans une logique de démonstration, de déconstruction de l'opinion publique qui pense que les médias internationaux présents en Afrique, tout comme les organisations non gouvernementales, sont neutres et travaillent généralement pour l'intérêt des Africains. Estimez-vous que ces médias-là, internationaux qui travaillent en Afrique, ne sont pas suffisamment neutres? Ils ne sont pas neutres du tout. Il ne faut pas se leurrer. Il faut qu'on arrête de se mentir. Aucun média, par principe, n'est neutre. Hein. Il faut qu'on arrête de se faire des fantasmes. Quand vous créez un média, ça veut dire que vous avez une idée, vous avez un objectif. Vous avez une vision, vous avez un message à faire passer. Donc, aucun média n'est neutre. Et surtout pas ceux-là. Leur ambition, effectivement, c'est de donner leur narratif, leur vision du monde et d'arriver justement à influencer nos habitudes de consommation. Quand vous voyez qui nous sommes aujourd'hui, ce que nous apprécions, ce que nous détestons, c'est conditionné justement par ces médias-là qui nous arrosent, qui nous montrent une certaine façon de voir le monde. Et vous faites bien de faire le parallèle avec les ONG. C'est la même chose avec les ONG. Ne vous méprenez pas. Human Rights Watch, International Crisis Group, Transparency International, ils ne sont pas neutres. Orientés. Ils ne sont pas objectifs. Alors, pas du tout. Totalement orientés. Mais dites-vous bien, madame, celui qui finance commande. Quel intérêt quelqu'un aura à mettre de l'argent pour faire le classement des pays les plus corrompus du monde? Il faut bien qu'il ait un intérêt. Selon vous, ce classement peut être biaisé? Enfin, vous dites peut-être, moi je dis il est biaisé. Très bien. Isabelle. En fait, vous qualifiez justement ces médias de néocolonialistes. Et finalement, quelle est la place des médias africains et surtout des réseaux sociaux vis-à-vis de ces médias que vous qualifiez de néocolonialistes? Enfin, je n'utilise pas vraiment le terme néocolonialisme, mais ça ne me dérange pas. La réalité, c'est que ce sont des médias qui ont une naissance coloniale. Quand vous prenez RFI, par exemple, c'était le poste colonial. Après, on l'a appelé émission vers l'étranger. Donc, il n'y a pas, j'ai envie de dire, de doute à avoir là-dessus. Le but, et je pense que celui qui en parle le mieux, c'est le président français, Emmanuel Macron. Vous vous rappelez qu'il y a cette guerre avec la Russie, qui est aussi une guerre de communication, où la France et d'autres pays occidentaux accusent la Russie d'instrumentaliser les Africains, d'avoir des trolls sur les réseaux sociaux. Eh bien, Emmanuel Macron, lors de sa visite au Cameroun, à Yaoundé, et plus tard même face à ses ambassadeurs à Paris, a bien dit que ces médias sont au service de la France et que les ambassadeurs français doivent pouvoir utiliser ces médias-là pour contrecarrer la propagande russe et donner la position de la France. Oui, maintenant, vous avez posé la question par rapport aux médias africains. Il y a des médias africains aujourd'hui, et Dieu merci, qui se multiplient, mais ils sont très faibles. C'est-à-dire que nous, par exemple, qui avons un positionnement panafricain, qui essayons effectivement de couvrir toute l'Afrique et le reste du monde pour apporter un autre son de cloche, comment voulez-vous que nous puissions concurrencer des médias qui sont financés par des fonds publics? Nous, on est une chaîne privée. Si je vous donne des chiffres, par exemple, vous allez halluciner. Quand vous voyez tout ce que l'État français met pour le service public des médias français à destination de l'étranger, on est aux environs de 800 millions d'euros par an.
Comprenez bien. Et je parle bien d'argent public. Et j'ai suivi la première partie de vos débats où vous parlez justement de la gestion de la publicité, parce que non content d'avoir cet argent-là, ces médias sont encore en Afrique et ils gagnent des marchés publicitaires. Et on voudrait que Live TV puisse faire de la concurrence. Je pense qu'on se met entre guillemets le doigt dans l'œil et avec cela, on n'y arrivera pas. Et au niveau des réseaux sociaux, juste pour terminer avec ça, et au niveau des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, finalement, j'ai envie de dire qu'ils sont, ils font plus ou moins le contrepoids vis-à-vis de ces médias étrangers. Je le dis dans le livre, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, sauf que nous ne les laissons pas piéger, ce ne sont pas nos instruments. Les réseaux sociaux ne nous appartiennent pas non plus, parce que vous remarquerez aujourd'hui que quand vous publiez sur Facebook, Instagram ou quoi que ce soit, vous avez une forme de censure. Moi, par exemple, qui fais des chroniques sur Vox Africa, j'ai certaines chroniques qui sont bloquées sur YouTube parce qu'on estime qu'éditorialement, ça ne correspond pas à ce que les maîtres du monde qui détiennent ces instruments veulent avoir, justement. Et comment s'affranchir rapidement comment s'affranchir de tout ça? La question est simple. Il faudrait que nous puissions avoir nos propres instruments. C'est très important. Et les financer nous-mêmes. Oui, bien entendu, parce que si vous laissez quelqu'un qui a une mauvaise influence, que vous jugez être voyou ou malhonnête, parler à vos enfants, parler à votre femme, du matin au soir, il est évident qu'il finit par les influencer. La clé aujourd'hui, c'est que l'Afrique doit avoir ses propres instruments. Et ça, il faudrait que les pouvoirs publics, partout où ils sont, puissent l'entendre. Je vais peut-être, si vous permettez, parce qu'on est en Côte d'Ivoire, vous prendre un exemple pour vous montrer à quel point c'est grave de ne pas pouvoir avoir ses propres instruments. On a tous vécu, là je fais un peu d'histoire, même si ça peut être douloureux pour certains, la crise ivoirienne en 2010. Il y a un fait qu'on n'a pas suffisamment évoqué, dont je parle dans le livre, c'est qu'au plus fort de la crise, où le pays était divisé en deux, où vous avez les deux principaux leaders qui se battaient, il y avait une bataille de communication. L'ex-président Laurent Gbagbo contrôlait la radio-télévision ivoirienne, RTI, et Alassane Ouattara, à l'époque, avait créé au Golfe TCI, qui était à l'époque, disons-le, une télévision pirate. Ben écoutez bien, Canal+, s'est permis de retirer RTI de son bouquet de manière unilatérale pour remplacer par TCI. Mais là, il est clair que on ne peut pas dire... Il faut que je vous arrête là, c'est nous poser une question pour continuer. Non, si vous permettez que j'aille au bout, je veux dire, c'est quelque chose de suffisamment grave, parce que vous voyez un acteur totalement étranger qui prend position et qui pose un acte, parce que le contrôle des ondes, c'est un acte de souveraineté. Daoud a réagi rapidement, monsieur. À ce niveau-là, parce que est-ce que, par exemple, Canal+, qui est d'un groupement français, en son temps, M. Laurent Gbagbo aussi avait retiré les groupes de Canal, comme ça, RFI, qu'on appelle ça CFI, et toutes les chaînes du Quai d'Orsay, comme ça, ils avaient brouillé les zones ici en Côte d'Ivoire. Et la communauté internationale avait dit que c'est M. Alassane Ouattara qui avait gagné. Est-ce que ce n'est pas pour ça, puisque l'ONU même le suit Daouda. Si vous me permettez, je réponds rapidement à M. Daouda. J'ai une question. Oui, mais je veux dire que ce n'est pas vraiment ce pourquoi nous sommes là. S'il vous plaît. plaît. Non, ne vous me prenez pas, c'est le cœur. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, on a souvent peur d'évoquer certains sujets. Non, ça n'a rien à voir, M. Domtier. Vous êtes sur le plateau et on dirige le plateau. Non, sa question est pertinente et j'aimerais lui répondre. Mais je souhaiterais, il ne nous reste pas assez de temps. Vous allez rapidement répondre et on va terminer avec Herman. Alors, je vais répondre à M. Daouda. Écoutez, M. Daouda, ce n'est pas la communauté internationale qui dirige la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire est un État souverain, le président de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui en l'occurrence M. Ouattara, peut décider de fermer toutes les chaînes de télévision étrangères. D'ailleurs, ceux qui veulent parler de liberté d'expression sont les mêmes. Vous vous rappelez qu'il y a récemment, on a fermé Russia Today, Sputnik dans toute l'Europe. Donc, un chef de l'État peut estimer, comme c'est le cas aujourd'hui au Mali, au Burkina Faso et au Niger, qu'il ne veut pas un média sur son sol. Est-ce qu'eux aussi, ils ont le droit de dire qu'ils n'ont pas besoin de ce média sur notre bouquet? Par réciprocité. On vous a compris. C'est un peu plus complexe. Rapidement. On n'a pas le temps pour développer ça. Ce n'est même pas une réaction. Ce débat-là, comme je suis plus ou moins un acteur de cela, je ne veux même pas l'évoquer ici. On ne va pas revenir sur ton histoire à chaque fois sur les plateaux de télé. Rapidement, Herman. Si on n'a rien à dire, on va passer à autre chose. On entend souvent les médias français utiliser ce thème-là
de sentiments anti-français. Ouais. Vous qui êtes politologue, qui travaillez sur la thématique des il médias nous reste quelques depuis 20 secondes, ans, rapidement. qu'est-ce que vous pensez de cela? Moi, je pense que parler du sentiment anti-français, c'est de manquer de respect. Ce n'est pas une affaire de sentiment. La relation que l'Afrique a avec la France aujourd'hui dépasse le sentiment. On n'est pas dans une affaire d'émotion. Ils veulent nous renvoyer dans les émotions. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a une génération d'Africains qui a totalement décidé de rejeter une certaine façon de faire de la France, Très bien. de la France politique. Et vous ça, allez... on l'exprime à travers justement différents canaux. Merci beaucoup. Je vous invite donc à retrouver notre invité, homme de médias et politologue camerounais, voilà, dans les librairies avec ce livre, Médias comme instrument de politique étrangère en Afrique, analyse de la guerre informationnelle. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. Merci à Daouda, Élisée, Herman, Isabelle. C'est le week-end. On se retrouvera lundi pour, voilà, et jusqu'à vendredi pour une autre semaine du Grand Talk. D'ici là, portez-vous bien. Restez connectés au programme de Live TV. Tout à l'heure, une émission fabuleuse vous attend. À lundi.